The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The lone wolf, who you thought was a good collaborator because you didn't have the right candidate insights. But once you hired them, it was all hoarding info, declining meetings, and howling at the full moon? But LinkedIn Hiring Pro can go deeper than just the resume to find you a perfect fit. By using insights from the LinkedIn Network to give you a short list of best fit candidates. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Salut chères personnes abonnées, bienvenue à ce 21e épisode spécial juste pour vous. Je vous remercie comme à chaque mois de votre soutien. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à 4 questions que j'ai reçues. Première question, c'est de Marc. Donc, il me dit « Rebonjour ». Il me dit « Tu parlais de Fabien Major dans tes podcasts, il m'intriguait. Je ne savais pas lequel écouter parmi tous ces épisodes. Il a donc commencé avec l'épisode numéro 1. Il me demandait, il ne savait pas si je l'avais écouté. » Il me disait que dans cet épisode-là, Fabien Major recevait un francophone qui travaillait pour une firme de gestion de portefeuille à Manhattan. En gros, il disait que le fait d'investir dans des FNB indiciels comme l'indice SP500, qui investit systématiquement dans les 500 plus grosses compagnies américaines, ou le TSX là, qui était dominé par les banques et l'énergie. Bref, le professionnel à cet épisode-là dénigrait évidemment l'investissement indiciel. Il disait qu'il avait développé un algorithme breveté pour mesurer et faire les diversifications pour battre l'indice. À la fameuse question de combien vous battez le marché, il a répondu nerveusement autour de 2%, en espérant que ça incluait les frais, mais non. Comment justifier alors une équipe à 300 000 $ par année qui alimente des tableaux croisés dynamiques dans une tour à New York? On ne le sait pas. Il me dit plus sérieusement, ceci me fait tout de même réaliser avec la composition de ces index que plus nous sommes à investir dans ces fonds, plus on fait gonfler artificiellement les gros comme Apple, Microsoft, etc. Et plus on les rend évidemment vulnérables. Et nous, par le fait même, on est vulnérables aussi. Il ne faudrait pas que toute l'Amérique du Nord achète VFV. Salutations, Marc. Ma réponse à Marc, j'ai lu et j'ai entendu ça aussi quelque part que si tout le monde investissait dans les indices, ce serait dangereux parce que le libre marché n'existerait plus et on donnerait trop de pouvoir aux joueurs comme Vanguard. J'ai par contre écouté aussi d'autres vidéos qui disaient que 1. Les humains sont trop greedy, donc impossible que tout le monde soit dans un FNB indiciel un jour. Tout le monde veut toujours plus, ou beaucoup de monde veulent toujours plus. Les Vanguard de ce monde ne sont pas les réels propriétaires des actions. En fait, les votes appartiennent aux actionnaires. Et 3, le ménage se fait automatiquement dans les indices. Donc, si Microsoft perd 50 milliards l'an prochain, il va dropper dans l'indice, peu importe la valeur du FNB. Pour moi, je vois donc aucun problème. Ça revient à l'image de la famille dans l'épisode 28. Là. Si tout le monde est dans les FNB, c'est comme si on gardait l'argent dans la famille au lieu de l'envoyer à ceux qui facturent des frais à tout le monde. Là. Je ne dis pas que les conseils servent à rien, loin de là, mais les FNB sont un véhicule idéal pour investir, que ce soit seul ou avec un conseiller. Par contre, j'ai écouté un épisode récemment de Rational Reminder qui parlait justement des dangers de l'investissement indiciel. Donc, je vais faire un épisode dans le futur qui va être accessible à tout le monde et qui va justement montrer le point de vue un peu de l'autre côté de la médaille. Question numéro 2 de Dave. Bonsoir, j'ai encore 2 petites questions. 3, en fait. 1. Je suis nouvellement charpentier et je sais que j'ai un régime de retraite que mon employeur et moi on cotise. De plus, j'ai jamais investi dans Montréal jusqu'à présent. J'ai seulement une partie de mon CELI et les 2 REA de mes garçons qui sont maximisés à chaque année. Mais s'il a bien compris, là, bref. Il me demande en fait, est-ce qu'il devrait payer dans le REER le 2500 en début d'année, donc en janvier comme moi je fais, ou il peut continuer à le faire de façon mensuelle comme il fait en ce moment pour remplir le REA de ces 2 gars. Donc, ce que j'ai répondu à cette première question-là, c'est que ça ne veut pas dire que c'est toujours mieux de mettre 2500 $ début janvier pour le REA. Ça dépend comment les marchés vont se comporter. Historiquement, oui, mais le passé n'est pas garant de l'avenir. Donc, sa stratégie de payer mensuellement me semble très adéquate aussi. Là, puis de toute façon, bravo de juste le remplir, peu importe le type de paiement qu'il décide de faire. 2, sa question est au niveau du REER. Donc, il sait que la FTQ propose des crédits d'impôt de 30 %. Mais j'imagine qu'il serait quand même préférable d'utiliser des FNB passifs indiciels si je veux remplir mon REER. Encore une fois, ça dépend des rendements futurs. J'en parle dans l'épisode 5 des abonnés, là, puis un autre épisode, je me rappelle bien. Et mon calcul montre que c'est mieux d'aller avec un CELI dans un FNB indiciel qu'un REER FTQ. Dans tous les cas, je répète que la FTQ, c'est pas un mauvais choix de placement. Un peu comme pour le REA en janvier, c'est quand même un meilleur move et c'est plus simple que de ne pas investir du tout, là. 3, il dit « J'ai toujours pas mon CELI de transférer sur Disnat, mais je réussis pas à avoir les frais de gestion quand je regarde un FNB. » Bon, sinon, il me disait « J'adore ton podcast, je suis rendu au 30e, j'ai beaucoup aimé les 2 exemples de stratégie financière, le REA des enfants qui payent leurs études et CELIA pour la mise de fonds. » Il disait que ça serait vraiment bien d'en inclure d'autres dans le podcast si j'en ai. Merci beaucoup.
Donc, pour sa troisième question, les frais de gestion, là, c'est le RFG dans la fiche de FNB. Tu ne trouveras pas cette info-là sur Disney. Donc, tu dois googler, mettons, VEQT sur Disney, tu cliques sur la fiche du FNB et tu vas voir le RFG, donc le ratio de frais de gestion du FNB. J'ai envoyé une image là, pour y montrer qu'est-ce qu'il fallait regarder. Donc, merci pour tes questions, Dave. Je vais essayer de mettre des exemples là, un petit peu plus. J'ai peur de me répéter des fois dans le podcast, mais c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a écouté les premiers épisodes. Question 3, c'est Maxime. Maxime me dit « Bonjour, j'ai découvert ton podcast dernièrement, très intéressant. Dans l'épisode 15, si je ne me trompe pas, tu dis que ta blonde a un virement automatique dans son compte CELI Disney. Je me demandais comment tu as fait exactement parce que l'autre jour, mon conseiller me dit que c'était impossible et qu'il fallait une signature à chaque transaction dans un compte CELI Disney, donc il fallait le faire manuellement. » Ma réponse à Maxime, salut Maxime, tout un conseiller, impossible de faire des virements automatiques sur Disney. Quel mensonge, ça n'a aucun bon sens, encore une fois. En gros, tu as deux façons. Là. La première, l'officiel, c'est de remplir un simple formulaire en ligne. Là. J'y avais donné le lien, c'est le formulaire DX52. Tu mets tes infos, puis là, ce virement-là va se faire automatiquement dans ton compte Disney. Sinon, il y a encore plus simple parce que le désavantage avec le formulaire, c'est quand tu veux changer ce virement-là, ben, tu dois remplir le formulaire de nouveau. L'autre façon plus simple que j'ai découverte, c'est de faire comme si tu payais une facture sur Accéder. Moi, c'est ce que je fais avec le RE de mes filles. Là. Donc, tu t'en vas dans payer une facture sur Accéder, tu choisis Disney et tu mets ton numéro de compte Disney. Donc, ce que tu peux faire alors, c'est de décider la fréquence et le montant du paiement. Donc, je vais, mettons, mettre 200$ aux 2 semaines. Et ça te permet, quand tu changes d'idée ou tu veux changer les montants, tu as juste à changer ta facture sur Accéder. Donc, ça, c'est la façon la plus simple. Donc, merci pour ta question, Maxime, qui, je pense, est très pertinente. Et merci pour tes bons mots également sur le podcast. Quatrième et dernière question pour aujourd'hui, c'est de Claude. Donc, Claude m'écrit « Salut, j'aime bien tes podcasts, merci. Pourrais-tu expliquer le RE en long et en large? Exemple, qu'est-ce qui arrive si ton enfant ne va pas aux études et que tu as un RE pour lui? » Ma réponse, salut Claude, merci d'écouter le podcast. D'abord, je lui ai invité à écouter l'épisode spécial du podcast, le balado, le planif, qui parlait pendant 40 minutes de tous les aspects du RE. Je l'ai nommé plusieurs fois, là, je ne me rappelle plus par cœur c'est lequel, mais écrivez Régime épargne-études, balado, le planif, vous allez sûrement tomber dessus. En gros, là, si tu investis 30 000$ sur 13 ans, donc 2 500$ par année, mettons dans le RE de ton enfant, puis qui arrête sans faire aucune formation professionnelle ni aucune étude là, au cégep, donc n'utilise pas le RE en gros. On va dire que tu as profité de 9 000$ de subvention pour ton enfant et d'un rendement de 45 000$. Donc, j'ai estimé ça avec 3% de rendement sur 13 ans, comme si tu ajoutais 2 500$ par année chaque 1er janvier, en plus des subventions. Donc, le montant total, là, au bout de la ligne, dans tout ce que je viens de dire, du RE, c'est 84 000$. Avec ce montant-là, il y a 3 options devant toi. 1, tu peux retirer le RE, donc tu vas pouvoir retirer ton capital de 30 000$ sans aucun impôt. Tu vas devoir rembourser en totalité le 9 000$ de subvention et tu vas devoir payer des impôts sur les rendements. Donc, mettons que tu as un taux d'imposition de 38%, il va te rester 27 900$ sur le 45 000$ de rendement. Donc, après avoir retiré le RE, il va te rester 57 900$ sur le 84 000$. Donc, dans le pire des scénarios, c'est comme si tu avais investi ton argent dans un compte non enregistré imposable. Ce qui n'est pas si pire là, pour les bienfaits potentiels que ton enfant aurait pu avoir. Si c'était moi, je donnerais probablement le 27 900$ imposable pour quand même aider mon enfant dans des projets potentiels et je garderais juste mon capital comme prévu au départ. Deuxième option que tu as, c'est qu'il y a certains RE qui permettent un report à une date ultérieure au cas où ton enfant retournerait aux études. Donc, c'est à vérifier, je ne connais pas tous les détails, là, si les rendements à partir du report sont imposables ou non. Bref, discuter avec un professionnel si c'est une option qui est envisagée. Et 3, tu peux transférer le tout à un autre bénéficiaire, un autre enfant. Attention, il y a plusieurs règles à respecter ici. Consultez un expert encore une fois. Donc voilà, Claude, merci pour ta question. C'est ce qui fait le tour des 4 questions d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie tout le monde pour votre écoute, pour votre soutien et on se dit à mardi prochain pour le prochain épisode régulier. Ciao, ciao!